faut-il aller sur Total Energy? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'avoir les notifications. On commence tout de suite avec le cours de Total Energy qui a publié hier. Donc la publication a plutôt été mal reçue par le marché. On a décroché à juste titre, hein. On est sur le chiffre d'affaires en baisse. C'est surtout le prix des hydrocarbures qui a fait baisser le chiffre d'affaires. On est en hausse en ce qui concerne les volumes. Donc à ce niveau, rien à signaler, la boîte continue à délivrer. Maintenant, elle est affectée par la cyclicité du marché des hydrocarbures, donc c'est normal. Est-ce qu'on va se reprendre au niveau du cours et continuer on va dire le parcours qui a été initié depuis 2020 et les prix négatifs sur le WTI? On va regarder ça. Hop. Alors, croissance du chiffre d'affaires. C'est plutôt une décroissance maintenant en médiane, hein. On est à moins 4,3% sur 10 ans. Bon, sur les 10 ans, on a quand même la période de traversée du désert des pétroliers entre 2014 et 2019. Bon, on a quand même aussi donc la phase 2020, vous savez ce qui s'est passé ici. Derrière, forte reprise, forte hausse des hydrocarbures et maintenant c'est plutôt une normalisation sur, on va dire 2023-2024 et même sur 2025. Donc on empile encore une décroissance, hein, sur juin 2025 en glissement annuel. Important à noter aussi, on fait des acquisitions, donc on a fait 65 milliards d'acquisitions, c'est quand même la moitié de la market cap. Donc ça permet de stimuler la croissance. Après, il faut voir est-ce que ces acquisitions ont été créatrices de valeur ou pas. Donc ça, il faut regarder s'il y a eu des dépréciations des écarts d'acquisition dans les années passées. Donc plutôt une activité qui est cyclique, mais ça, on le sait, on dépend beaucoup de la relation des prix des matières premières. Bien, si on regarde les taux de marge maintenant, on va regarder tous les taux de marge. Donc taux de marge brut, on est plutôt en augmentation. Alors, le seul levier sur lequel ils peuvent jouer, c'est faire baisser les coûts, hein. Ils n'ont aucun prix sur le prix de vente, donc le seul levier sur le taux de marge brut, c'est essayer de réduire au maximum ses coûts de production, ce que Total Energy arrive à faire d'ailleurs. Son taux de marge d'EBITDA, lui aussi, est en hausse sur 10 ans. 19%, c'est quand même honorable, hein. Donc il y a des gains d'efficience opérationnelle sur Total Energy. Ça, c'est plutôt bien. Taux de marge net à quasiment 7%, à peu près équivalent au taux de marge de free cash flow. En augmentation également, donc ça a bien suivi le taux de marge d'EBITDA. Donc il n'y a pas de déperdition au niveau, au niveau du résultat net par rapport au résultat opérationnel, ce qui est plutôt bien. Donc on est sur une boîte qui est convenablement gérée, mais ça on le savait déjà, hein. Total Energy, c'est une des meilleures pétrolières au monde. Moi je pense qu'elle est quand même en termes de qualité derrière ExxonMobil, mais elle est équivalente à Chevron à mon avis, hein. Et bien plus qualitatif que Shell ou BP évidemment. Bon, donc sur le taux de marge, on est plutôt confiant, on est plutôt sur un management qui est raisonnablement compétent. En ce qui concerne la conversion des free cash flow en des bénéfices nets en free cash flow, on a plus de free cash flow que de bénéfices nets, ce qui est normal puisqu'on est sur une activité qui est mature, qui génère du free cash flow. Alors attention qu'il y a un segment d'activité qui est donc Integrated Power, qui lui nécessite de la dépense en capital, hein. Donc lui, il va être plutôt consommer du cash flow opérationnel, alors que les autres activités, elles sont plutôt génératrices puisqu'on n'est plus sur un marché très croissant. Donc on est plutôt sur un marché qui est mature. Donc on n'a plus besoin d'injecter beaucoup de cash dans les opérations pour faire de la croissance. Alors, est-ce qu'on est BFR négatif sur Total Energy? Oui, c'est royal ça, hein. Donc le BFR, ça vous indique le rapport de force un peu que vous avez dans la chaîne de valeur avec vos clients et avec vos fournisseurs. Et comme il est négatif, ce BFR, ça nous indique que les clients sont obligés de payer avant que Total Energy ne paye ses fournisseurs. Donc excellent, on fait financer les opérations par les clients. La variation du BFR, est-ce que justement elle va dans le bon sens? Oui, on continue à avoir une variation négative du BFR, donc ça va améliorer notre BFR, donc on va être de plus en plus financé par les clients. Donc ça, c'est très bien. Au niveau des dépréciations, amortissements, dépenses en capital et other non-cash items, on a des CAPEX qui sont supérieurs aux dépréciations amortissements, mais il faut quand même recoller les other non-cash items, qui peuvent être par exemple des dépréciations des écarts acquisition, voilà, donc des provisions, etc. Et donc si on additionne dépréciations amortissements, other non-cash items, on est, on va dire, grosso modo, allez, il y a quand même il y a 10 milliards d'écart avec les CAPEX. Donc bon, grosso modo, on continue quand même à investir un petit peu dans l'activité, pour faire grossir l'appareil industriel. Mais bon, moi je pense qu'on est en fait quasiment sur des CAPEX de maintenance maintenant et que voilà, on ne fait plus trop grossir
l'appareil industriel, sauf la partie génération d'énergie, d'électricité renouvelable. Donc pour valoriser Total Energy, on peut utiliser préférablement les free cash flow au bénéfice net et on peut toujours utiliser l'EBITDA, évidemment. Alors, on va regarder la rentabilité opérationnelle. Donc on a un rendement des capitaux investis qui est à 6 en médiane contre 7,1 sur 12 mois glissants à juin 2025. Donc c'est pas mal, hein. C'est intensif en capital, on le rappelle, hein, tout ce qui est exploitation pétrolière et gazière. Donc 7 c'est quand même tout à fait raisonnable et puis la croissance organique est faible, flat, donc il y a pas besoin, enfin avec cette rentabilité, on génère plus de cash que ce dont on a besoin pour les opérations, pour la croissance. Donc eh bien, ce cash, on va pouvoir l'utiliser pour faire des acquisitions, se désendetter et rendre du cash aux actionnaires. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ensuite, justement, on va regarder l'endettement. Alors, on a une dette nette qui a 42 milliards contre un EBITDA à 35. Donc, il y a quasi, allez, une fois l'EBITDA en dette nette, grosso modo, un petit peu plus. Donc, rien de, enfin, tout à fait gérable. On a des free cash flow qui sont, voilà, 3 fois les free cash flow en dette nette. Donc là, c'est pareil, c'est très gérable. Donc, c'est pas un sujet, l'endettement. Il faudra que ça, bon, faut pas que ça reste, que ça soit trop élevé, que la trajectoire se poursuive. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Le levier est complètement sous contrôle. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire. Donc, si on regarde le dividende et les rachats d'actions, on est sur 8 milliards de dividendes contre 13 milliards de free cash flow. Bon, c'est relativement élevé, hein. C'est relativement élevé. Là, on est peut-être à 70% des free cash flow. Donc, ce dividende-là, sur Total Energy, il ne sera pas constamment croissant. C'est pas du tout ce à quoi s'engager. Alors, le dividende complet, c'est-à-dire tout le montant du dividende, lui, il va pas forcément être en augmentation. En revanche, le dividende par action, lui, va être en augmentation puisqu'on rachète des actions. Donc ça, c'est bien, hein. Ça vous fait, voilà, donc vous avez le même montant de dividendes à verser année après année, mais sauf qu'il y a moins d'actions sur lesquelles vous redistribuez, donc on a une croissance du dividende par action. Ça peut être intéressant pour un profil plutôt rentier. Bien sûr, pour acheter des actions, il faut avoir des free cash flow. Pour l'instant, l'allocation du capital me semble raisonnable, hein, sur Total Energy. Ils ont les moyens de racheter ces actions pour les annuler. Donc rendement d'actionnaire à 10,5%, ce qui est très intéressant. Donc s'il y a une baisse des free cash flow, en revanche, il faudra couper un petit peu le dividende, hein, ici. Donc ça fera baisser le dividende par action, malheureusement, et le rendement de l'action. Bon, si on regarde la valorisation maintenant, on peut se placer en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, bon, on se paye toujours pas cher, hein. On est à 4,7. La médiane, c'est 5,1. La médiane est très peu chère. Après, c'est le pétrole en Europe, hein, il se paye pas cher parce qu'il y a les contraintes ESG. Sachant que sur Total Energy, on s'est déjà traité à une VE sur EBITDA de 6. S'il venait à se coter aux États-Unis, là, le multiple se redresserait, à mon avis, hein, pour se rapprocher de celui de Exxon et de Chevron. On peut regarder d'ailleurs combien sont les multiples de ces deux entreprises. Si vous regardez ici, on va se mettre Exxon et on va se mettre, donc c'est XOM, et on va se mettre Chevron, CVX, hop. Ici, on se place sur ces deux entreprises et si on met les multiples, on voit que Total, c'est le moins cher des trois. Donc il y a quand même de la marge à gratter si on va se coter aux États-Unis, hein. Donc si on revient sur le graphique historique, hop, et ça sera la conclusion du dossier Total Energy. Pour moi, ça reste un incontournable d'un portefeuille à dividendes. Ça, pour l'instant, c'est sécurisé, le niveau du dividende. Et ça peut être intéressant aussi dans une optique value, surtout s'il y a une cotation aux États-Unis avec un redressement du multiple à la clé. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.